Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi et surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, on utilise les méthodes de l'entreprise qu'on va appliquer à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Emmanuelle Barbara. Emmanuelle est avocate associée au sein du cabinet Auguste de Bouzy à Paris. Elle intervient en droit social et est à l'origine de grandes réflexions sur le droit du travail. Ce que j'ai particulièrement aimé avec Emmanuelle, c'est qu'avant de parler de droit, avant de réfléchir en termes de technique juridique, elle réfléchit en termes de travail. Elle réfléchit par rapport aux évolutions sociétales, aux évolutions philosophiques, aux grands changements qui impactent sa matière, qu'est le droit du travail. J'ai passé un moment incroyable avec Emmanuelle Barbara qui aurait pu durer des heures et des heures, tant la passion ressurgit de son discours. On n'a pas vraiment parlé de son parcours et j'en suis désolé pour celles et ceux qui vous allez le découvrir. Mais on a parlé de droit, on a parlé de notions de travail et j'espère qu'elle sera en capacité, comme elle l'a fait pour moi, de vous transmettre sa passion. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à le partager et à en parler autour de vous. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Emmanuelle Barbara, je suis ravi de vous voir dans nos locaux situés au 52 rue Chaussée-d'Antin-Lafayette. Et ça fait longtemps que je vous cours après, je vous ai déjà vu à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du comité stratégique d'Alloz, où vous avez fait une intervention de très très haute volée au sein de votre cabinet, le cabinet Auguste de Bouzy à Paris. Bonjour Emmanuelle Barbara. Bonjour. Alors ma première question est toujours la même, maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate ? D'abord, j'étais jeune, peut-être belle, si ça se trouve. Mais avant d'être avocate, comment dire, je cherchais à exercer mon métier dans la sphère judiciaire. En fait, avant d'être avocate, j'ai été petite fille et je me souviens de moi très très précisément, à 11 ans, en 6e, on aime demander de temps en temps aux élèves « Alors, vous voulez faire quoi ?» Et j'avais répondu « Je veux être procureur de la République ». Je trouvais que ça claquait, ça faisait bien, mes copains procureurs de la République. Et je voulais être juge, et depuis toujours, pour des raisons familiales sans doute. Et donc, je me suis toujours vue magistrat. Et il faut croire qu'à l'abord de la question de savoir si j'allais me lancer dans cette aventure que le concours de l'ENM imposait, je me suis dit que dans le fond, je pourrais faire autre chose, de plus expédient et peut-être de plus, finalement, de très différent. Et à la vérité, je n'ai pas opté, enfin, comme quoi, non, j'étais pas sûre de moi, hein. Je n'ai pas opté en tant que tel pour l'avocat. J'ai passé l'examen du barreau, que j'ai eu, mais je l'ai passé comme ça. Mais j'ai pendant ce temps-là souscrit et été embauché dans la grande cohorte annuelle de la fin des années 80 au sein du cabinet Ernst & Young en tant que jeune fiscaliste, car je suis diplômée de droit des affaires et de droit fiscal. Donc me voilà partie là-dedans. Très clair, donc vous avez le barreau, vous passez le barreau, vous êtes en parallèle chez EY en tant que fiscaliste et vous faites quoi après ? Alors après, justement, je consacre mon temps de formation extrêmement, j'allais dire efficace, utile, intéressant, mais je me consacre surtout à me déprendre de la fiscalité, où je finis par comprendre que, à mes dépens en quelque sorte, elle et moi, la fiscalité et moi-même, n'allions pas faire un couple fécond très longtemps.
Pourquoi ? Parce que je comprenais pas en fait exactement. C'est-à-dire, j'étais bonne élève, il n'y a pas de problème. Je faisais les dessins, les schémas, les BV, les cascades TVA. Enfin, je me souviens de mots magiques comme ça, incapable de les définir aujourd'hui. Mais toujours est-il que je poussais mon chariot avec la lumière au fond sur ma tête et je comprenais pas. En fait, je comprenais pas le véritable enjeu. Je n'avais pas l'intelligence de la matière. C'est très important ce que je dis là pour la suite parce que à un moment donné, je faisais du training avec mes collègues pour leur échanger ce qu'on appelait les revues fiscales, donc qui nous incombaient en tant que jeunes auditeurs fiscalistes, s'agissant de regarder les éléments présidents à la confection de l'imprimé 2058A. Je veux parler de l'alias fiscal. Donc je vendais mes propres revues fiscales contre ce qu'on appelait les campagnes d'expat individuelles. Il me semblait déjà que la personne physique était quelque chose de plus, comment dirais-je, tangible que la personne morale, que j'arrivais à comprendre l'impôt sur le revenu de ces malheureux expatriés chez nous par cohorte, de Coca-Cola en passant par bien d'autres marques en somme, et ça me paraissait plus compréhensible. Donc j'ai fait ça, et finalement, en me rapprochant des personnes physiques d'une part, si je puis dire, et d'autre part, néanmoins en ayant gardé quelques revues fiscales où je me suis littéralement passionnée pour le calcul d'une seule ligne, celle de la réserve spéciale de participation, ce qui est quand même complètement dingue parce que la formule est absconse, mais je trouvais que je la comprenais. Bref, je me suis intéressée en remontant depuis le chiffre jusqu'à l'origine du monde, en quelque sorte. Je me suis intéressée à d'où sortait cette affaire et on m'a appris que c'était un accord de participation, que ça se signait avec des comités d'entreprise, que d'ailleurs il y avait des comités d'entreprise, qu'on pouvait signer des accords, bref. Et ce faisant, je me suis intéressée littéralement comme une sorte de rencontre un peu fortuite au droit du travail. Et c'est une rencontre en fait que j'ai opérée à un moment donné et m'étant entichée de cette matière, je passais mon temps avec l'unique personne qui faisait du droit du travail à l'époque au sein de ce cabinet, qui m'a transmis une connaissance verbale, et moi le soir je regardais les bouquins pour raffermir disons mes connaissances, qui étaient égales à zéro. Et c'est incroyable, en gros vous avez tiré une ligne de mon métier dans une déclat et vous l'avez tirée jusqu'au bout pour aller jusqu'au droit social, en passant même après par une journée l'épargne de travail. salariale, participation, intéressement, épargne salariale, et après ça plus largement relations sociales et contrat de travail. Et quand vous comprenez que c'est fait pour vous, vous faites quoi ? Eh bien, là, je dois reconnaître que c'est peut-être la seule fois où j'ai fait preuve d'un véritable courage. C'est que je me suis dit, je ne vais pas rester dans un cabinet qui fait que de la fiscalité à titre principal. Je vais me perdre. Il faut que je me mette au défi de prétendre que j'exerce ce métier en droit du travail. Donc, non diplômé de droit du travail. Et c'est important chez nous, les diplômes avec leur petit nom. Donc, certes, diplômé de droit, mais pas de droit du travail. Ayant une connaissance livresque et effective, très 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 effective de ce qu'était le droit du travail, mais sans en comprendre nécessairement, enfin sans avoir eu les postulats et les grands principes énoncés au gré de cours en amphi magnifiques. Donc, dépourvu de tout ça, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Paris, parce que EY c'était en dehors de Paris, pour rejoindre un cabinet et me proposer mes services en tant que jeune travailliste. Et comment alors on est accepté par un patron, ou en tout cas par un cabinet, dans une matière qu'on n'a pas exercée à la faculté ? Ils ne trouvent pas ça bizarre en vous voyant arriver ? Bon, écoutez, ils ont été sympas. Ils ont été sympas. J'ai été très convaincante, peut-être. Quand je dis que je me suis investie dans cette matière, c'est que je m'y suis adonnée à fond, quoi. Dès que j'avais 5 minutes, je regardais la jurisprudence. Et c'est très intéressant d'aborder la matière juridique que vous ne connaissez pas, enfin, dont vous n'avez pas les ressorts, et de vous rendre compte, somme toute, que vous la comprenez. Et c'est dans le fond cette conviction que je me suis forgée, que je comprenais ce que je lisais, et mieux encore, j'en comprenais les ressorts. Et c'est très important avant de se lancer dans le grand bassin, c'est-à-dire de prétendre pratiquer, non pas tellement prétendre, mais d'essayer de répondre aux problématiques des clients, que de se dire, à tout le moins, je comprends. Et au-delà de la règle
qui m'a paru cohérente avec ce que je comprenais de notre histoire contemporaine, de l'histoire économique. J'adore l'histoire en fait. Au-delà de ça, j'ai une autre petite passion personnelle, c'est les relations humaines, c'est-à-dire les interactions. Alors je suis pas dans le béni oui, les gens sont bons, ils sont bienveillants et tout ça. J'ai pas cette approche-là, mais j'aime les ressorts qui font que les ressorts de la communication, qui font que entre deux êtres, on est capable de communiquer. Alors pas sur tout, donc sur quoi, trouver sur quoi, et comment le faire le moins mal possible, en étant ferme, parce que j'aime bien la fermeté, je trouve que c'est intéressant, y compris dans nos relations avec les clients. Je ne parle pas de l'adversaire, mais avec nos clients, il faut montrer une forme de fermeté, et en même temps une souplesse qui est en fait dans le fond tout le jeu de notre métier, et au-delà du métier, les interactions humaines en général. Donc, je réussissais au travers de cette matière que je découvrais en marchant. Bon, ok pour le clin d'œil. D'une part que j'en avais une compréhension que je n'avais pas en droit fiscal malgré les cours assénés jusqu'en 3e cycle, et que ça s'inscrivait par surcroît dans les interactions individuelles ou collectives qui me paraissaient intéressantes à étudier et à comprendre là aussi pour en tirer quelque chose d'utile. Dit autrement, aujourd'hui, après 30 ans de ce régime, je crois pouvoir dire que je ne suis toujours pas la spécialiste mondiale d'un article et toute sa jurisprudence derrière l'article de 1824 jusqu'à samedi en 8, sauf si j'ai besoin de le faire pour une raison très précise, mais que j'ai une intuition des règles que je connais, souvent avec les jurisprudences, et en plus grâce à ma merveilleuse équipe, mais au-delà des béquilles, je vois ce qu'on peut en tirer dans la manière de comprendre le momentum et les personnes en lice. Et c'est intéressant parce que dans le fond, le droit, c'est une grille de lecture, mais 80% de nos interactions sont, qu'on le veuille ou non, même si elles sont encadrées dans le cadre, encore une fois, de mon métier, mais elles répondent à une forme de sincérité et d'un naturel qu'il n'est pas toujours facile de mettre dans les méandres de ces relations. Mais il faut néanmoins garder un simple goût, saveur qui permettent d'atteindre l'objectif qu'on a en tête. Mais c'est ce jeu-là que je trouve intéressant. Mais vous avez carrément là du coup trouvé ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en taxe vous n'aviez pas l'intelligence. Ouais. En droit social vous l'avez trouvé. Je crois que oui. Je crois que je me sens une familiarité, même sur des sujets sur lesquels je ne suis pas nécessairement très au point ou pour ne pas les avoir rencontrés à maintes reprises. Il n'empêche que je pense comprendre succinctement la problématique telle qu'elle doit se poser et voilà. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est savoir, c'est ce que je dis toujours et à mes clients, à mes collaborateurs, c'est de s'efforcer de contextualiser. Une fois qu'on a contextualisé, un peu comme le médecin et le patient qui vient dire j'ai mal au bras, on puisse lui dire ouais le bras d'accord, mais en fait c'est pas tellement le bras qui pose un problème, c'est la jambe gauche. Parce qu'on n'est pas toujours très au fait de ce qu'on dit, et c'est ça qui est merveilleux. Et ça crée de la magie en plus, ça crée de l'inattendu, de la magie pourvu que l'on regarde le patient complet. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans votre métier, c'est-à-dire une valeur ajoutée qui est si importante qu'en réalité, vous continuerez à avoir du travail et vous continuerez finalement à être vecteur d'évolution au sein des entreprises. Parce qu'un avocat travailliste qui ne ferait qu'appliquer le droit, pour reprendre votre exemple, avec un patient qui viendrait le voir en disant « j'ai mal au bras » et qui lui dirait « t'as mal au bras, t'inquiète, mets un pansement, tout va bien se passer », en réalité, on perd de la saveur et on perd de la puissance à la substance de la matière. Ouais. Ça, j'en suis certaine. L'application du bréviaire, comme j'aime à l'appeler affectueusement, c'est une partie de la réponse et dans le fond, d'abord tout le monde sait le faire et il faut espérer qu'on sache le faire, mais parfois le faire n'est pas nécessairement la bonne solution. C'est bizarre de dire ça. Je ne dis pas que je contourne le droit, je dis simplement que ça fait partie des solutions, mais c'est peut-être pas suffisant. Et ce qui est... moi, c'est ce qui me tient toujours debout. Je veux dire, ça fait quand même un moment que j'exerce ce métier et que j'aime l'exercer. J'ai toujours cet enthousiasme, cette flamme de l'enthousiasme. C'est que vous faites des rencontres, vous apprenez, vous regardez un secteur, vous apprenez des choses qui vous étonnent, qui éveillent votre curiosité. Et puis, par ailleurs, il y a une problématique que vous êtes censé réparer.
Et c'est dans cette co-construction, car je crois beaucoup à la co-construction, que l'on tâtonne également, on explore des voies, on soupèse des solutions, et c'est cette rencontre-là que je trouve intéressante. Et quand on vient vous apporter un problème, ou en tout cas un état de fait au sein d'une entreprise, il n'y a jamais de solution évidente. Vous essayez toujours de regarder le scope global pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Bon, peut-être pas à chaque fois, il ne faut pas exagérer, mais disons que si on m'appelle moi, maintenant, c'est qu'on a envie de me soumettre un truc qui n'est pas... qui ne saute pas aux yeux, évidemment. Et en plus, je l'ai cultivé, c'est-à-dire que toute ma vie, au travers aussi de la création de ce département social dans ce cabinet, je me suis toujours évertuée avec mes camarades équipes à toujours promouvoir cette idée que nous, on a envie d'intervenir dans des sujets qu'on ne sait pas résoudre. C'est cette espèce d'obsession de... Il faut qu'on se trouve confronté à des problèmes de principe, à des cas inédits, parce que c'est ça qui nous tient debout, et c'est ça qui nous anime en quelque sorte. Vous savez, le droit du travail, dans le fond, quand on demande ça en automatique, la réponse est ouais, le droit du licenciement, le droit du contrat de travail, la grève, le plan social. Waouh, passionnant quoi. Enfin, je veux dire passionnant. Enfin, voilà. Ouais, enfin passionnant, pas tous les jours quand même. Comme ça. Donc il faut trouver un peu de sel, un peu de piment à mettre à tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup ça. Donc je vais pas dire le contraire, ça serait quand même très prétentieux et très abusif de ma part. Mais que diable, ça, mais dans des circonstances ou à des occasions ou dans des problématiques où tiens, un surgissement, que ce soit un élément étranger, que ce soit, je sais pas moi, le Covid, parce que le Covid, ça a été quand même un moment pour nous autres d'apnée intellectuelle totale, quoi. Le tout derrière notre boîte carrée, en photo. On était... j'ai rarement vécu une période, d'ailleurs je le referai plus si je ne suis pas obligée, où le matin au petit-déj, après toujours l'empilement des jours enfermés, je rappelle, la restriction de nos frontières, quand même, le matin, ce qu'on faisait, c'était, moi et d'autres, et on en faisait un chat immédiat, la lecture du JO. Qui sortait à 3h du matin. Ouais, alors je ne sais pas trop si la lecture du JO pendant 2 mois est vraiment est susceptible je sais pas, de donner de l'allégresse ou quoi. Enfin, c'était très très pénible, mais en même temps passionnant, parce que c'était une circonstance radicalement différente de celle qu'on pouvait connaître, et on s'est posé des problématiques de dingue en fait, complètement folles. Par exemple, je donnais juste un exemple. Bien sûr. Un exemple. À un moment donné, un de mes clients, enfin en tout cas une personne que je connaissais d'une entreprise qui pensait à faire des choses modernes, c'est-à-dire la technologie, donc en lien avec la technologie, en plein marasme du Covid, tous scotchés là où on était, à éventuellement ne pas trop savoir d'ailleurs comment sortir du terrier à un moment donné, parce que bon, ça pouvait pas... Enfin, maintenant on sait, mais il y a un moment où on ne savait pas trop. Bon. Lui s'interrogeait sur les modalités justement de sortie, et son idée consistait à imaginer un dispositif permettant de tracer en quelque sorte, ou de sécuriser par une sorte de voyant vert, orange, rouge, de sécuriser le passage de l'individu qui devenait un loup pour l'autre, désormais quand même, on était soi-même un foyer de risque pour autrui, et bien pour rassurer le collectif de travail qui un jour peut-être devait retravailler ensemble, d'imaginer un dispositif où on aurait des espèces de voyants, etc. Donc vous imaginez, c'était cette idée de pister à la fois, de croiser l'état de santé avec un warning, et donc ça pose des questions magnifiques de données, oui, exactement, mais dans un but qui pouvait paraître dans le fond somme toute légitime et louable. Je rappelle l'article 41-21 du Code du travail, celui-là je le connais par cœur, sur la santé, la sécurité, l'obligation de prévention. Donc oui, on s'est posé des questions métaphysiques, et comme on était avec une amplification de nos craintes aussi, parce qu'on y met du sien dans nos métiers. Dans nos conseils, on y met du sien, on est soi-même aussi, donc on réagit en fonction de nos tempéraments, etc. Donc on s'est vraiment trouvé là véritablement à l'épreuve d'un moment inédit, et qui mobilisait essentiellement le droit du travail. C'est essentiellement de ça dont on a parlé pendant ces 2 mois, où
outre d'autres contrats, mais enfin celui-là était quand même massif, pour la solidarité nationale aussi, la tenue de notre société, de notre société du travail. Bref, c'était absolument passionnant. Bon, on n'est pas tous les jours sous Covid, heureusement. Heureusement, je le souligne. Mais dans des circonstances plus, plus libérées, on peut se trouver dans des situations absconses et on se voit manier des concepts appliqués à la réalité, en plus dans une approche où cette fameuse réalité en quelque sorte nous échappe. Pourquoi je dis ça ? Parce que entre ce qu'on appelle de manière pudique les vérités alternatives, en passant par l'amplification de réseaux sociaux qui n'est pas toujours l'amplification la plus bienveillante sur tout ce qui se passe, avec aussi des approches qui ont sociologiquement changé, des objectifs collectifs et individuels qui sont véritablement en rupture par rapport au XXe siècle. Bref, on vit une époque chaotique, erratique, magnifique, instable, pleine de promesses et de risques, et notamment dans mon secteur. Parce que c'est le travail, c'est l'essentiel. D'ailleurs, sauf erreur, j'écoute chaque matin depuis quelques semaines, avec bonheur sur telle et telle radio ou télé, des débats sans fin sans fond sur le travail et les Français. Les Français aiment-ils le travail, le travail aime-t-il les Français, réciproquement, etc. Le travail pour les seniors, le travail pour les jeunes, la grande démission. Et la souffrance, et ceci et cela. C'est quand même sympa d'avoir son sujet matin, midi et soir qui fasse l'objet de telles discussions comme un objet éminemment politique. Et dans le fond, c'est cette époque-ci que nous vivons. Et j'aime à dire que j'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui à cette époque-ci plutôt que l'âge que j'ai aujourd'hui dans les années 80. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, en droit du travail, mon Dieu, en effet, plans sociaux, départ de vieux, enfin les grands plans seniors, enfin on ne disait pas seniors dans le temps, mais enfin bref, les retraites FNE, les contributions de la lande, enfin les trucs, voilà. Ça, c'était le droit du travail du 20e. Celui du 21e, c'est vraiment autre chose. Siècle. C'est incroyable. Vous êtes vraiment fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes tellement passionné par la matière que je ne vous pose même pas les questions que je pose dans... Mais non, mais faut m'arrêter, parce que je suis avocat aussi. Un avocat, ça cause en plus de tout le reste. Et j'aime mon métier et j'aime cette matière. Vous savez, il y a une règle que je m'applique, c'est que quand l'avocat qui est en face de moi dit des choses qui ne sont pas intéressantes, je l'interromps. Quand j'entends des choses qui sont intéressantes et qui sortent un peu de l'ordinaire, je ferme ma gueule. Et ça, c'est vraiment important pour moi aussi. Donc, vous arrivez de chez EY, et vous passez la frontière, vous retournez la à porte Paris. de Pantin. J'arrive à Paris. C'est quand Alors, même... Dans quel cabinet vous arrivez ? J'arrive chez Salès Vincent Georges, un très beau cabinet des années 80, justement très beau, et qui d'ailleurs a servi de plateforme d'envol à un certain nombre d'autres cabinets, dont Auguste de Bouzy, que je rejoindrai pour rendre à la vérité un an après sa création. Donc je rejoins le cabinet en janvier 96, alors que lui-même s'est créé en 95. Donc vous êtes quasiment... Et donc je suis chez Salès Vincent Georges pendant 3 ans. Et Gilles-Auguste Olivier de Bouzy me disent, du haut de leur vision à 5, quand ils sont partis, que le droit des affaires, ça inclut aussi un droit du travail... j'allais dire militant, enfin actif, qui ne soit pas la énième roue du carrosse du corporate, mais qui soit éventuellement d'ailleurs une branche d'accès aux entreprises. Il faut reconnaître qu'ils ont eu le pif en 95 d'anticiper quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé de massif et qui m'a aidé d'une manière extraordinaire, auquel je n'aurais pas pu rêver, les 35 heures de 98 et 2000. Alors ça a été vraiment le coup de sponsoring, si je puis dire, de ma matière, dans ce cabinet tout petit que je décidais de rejoindre, compte tenu de l'aventure entrepreneuriale qu'il proposait. Et je rappelle que moi, du haut de mes quelques années d'expérience de droit du travail que je boutiquais, alors même que j'avais entamé mon métier finalement quelques années plus tôt, me voir, proposer de bâtir, de faire du droit du travail, quitte à éventuellement imaginer une équipe, waouh, je me suis dit là c'est un vrai défi. C'est la gamme du dessus, parce que c'est pas rejoindre une équipe, c'est imaginer la concevoir. Mais deuxième choix, oui, ce choix-là, alors il était courageux. Oui, courageux. Oui, en même temps, je rejoignais une
petite guérite quand même, hein, parce que Salès Vincent Georges c'était un beau cabinet à l'époque, et donc je faisais ce choix parce que là encore dans le fond j'aime le défi, et puis je me disais après tout tu veux faire la maline, vas-y. Et vous rentrez directement en tant qu'associé? Ah non, ça vous plaisantez, non, pas du tout, mais je rentre collaboratrice, collaboratrice en charge du social. Très et clair. Maintenant débrouille-toi. Et alors, il y a une blague entre Gilles, Auguste et moi-même que nous continuons de nous faire à presque 20, il y a très longtemps, donc, qui fait que, je la raconte cette anecdote parce qu'elle est vraiment très structurante. Donc, après m'avoir fait la danse du Saint-Guy pour me faire venir, parce que quand même, le social, c'est vachement important, hein, je signe le contrat, courageusement, en me disant, je vais y arriver. Et sitôt, l'encre à peine sèche, on signait encore avec un stylo à l'époque, il me dit, dans le fond, si tu n'y arrives pas, tu pourras toujours faire du corporate au bout de 18 mois. Alors celle-là, je l'ai trouvée saumâtre. Voilà un garçon qui m'a vendu le truc sur le thème, c'est sûr, ça va marcher, tu vas voir, le droit du travail, mais évidemment. Et moi naïvement, je dis, oui, après tout, c'est vrai, ça a l'air bien, et puis moi, je veux le faire. Bon, ok. Et puis il me dit, sinon, bon. Évidemment, heureusement, je n'ai pas eu à toucher un seul dossier de ma vie commerciale où il y avait les mots qui s'y rapportaient, parce que là après j'ai mis un point d'honneur à ne jamais regarder ça, mais donc j'ai pu me consacrer entièrement à cet art que je voulais plus que tout embrasser, et grâce au sponsoring que je redis encore une fois des 35 heures, eh bien on a pu vendre nos services et nos idées, à moi, puis un petit stagiaire, et puis un collaborateur, un deuxième, etc. Bref, on a pu se créer autour de ce premier sujet qui était quand même une sorte de booster, et puis d'autres sujets. Et alors, vous savez, quand peut-être que vous allez me poser la question, mais je l'anticipe. Lorsque vous rejoignez un cabinet qui se veut un cabinet, alors full service, en croissance, avec des ambitions folles, et qu'on vous dit, vas-y, eh bien, il faut faire quelque chose. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire au-delà du fait que il faut toujours être bon, donc il faut travailler. Voilà. Mais comment finalement promouvoir, après tout, un regard, un sujet, je sais pas, un truc à dire. Et à cette époque-là, je dois reconnaître qu'au-delà des 35 heures, ça c'était pour le business, le vrai. Et encore, je remercie déjà tous ces clients qui ont accepté de nous recevoir, ou de me recevoir. Mais j'avais trouvé le moyen C'était très à la mode à l'époque, on faisait beaucoup de conférences. Alors vous me direz, on en fait toujours aujourd'hui, maintenant il y a des mots très compliqués, webinaire, machin. Dans le temps, c'était la conférence, et il y avait quelques marques comme ça qui étaient qui faisaient des récurrentes, mais très récurrentes. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a toujours, même ces marques existent plus ou moins encore, mais elles le font différemment, évidemment, à force, ils ont vu tous les sujets. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Et donc, je m'inscrivais, j'avais réussi à en quelque sorte proposer mes services pour tenir, je sais pas, dans un panel sur Dieu sait quoi. Et puis, grâce à une espèce d'habitude que je prenais de parler en public, de proposer une manière de voir mes sujets, j'ai été réhabilitée, on m'a sollicité à de nombreuses reprises, donc j'ai fait beaucoup ça. Je me suis beaucoup mise en situation de donner des tas de réponses ou des tas d'approches sur tel et tel sujet qui évidemment touchait le droit du travail. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que vous m'avez conquis d'ailleurs. Donc j'ai pris l'habitude de le faire et j'ai toujours bien aimé ça, parce que comment dirais-je, c'est mieux qu'un cours de droit, parce que ça vous oblige à être très précis, et en même temps, encore une fois, être trop précis, on devient chiant. Et ça a toujours été les conférences où on devient vert parce que le ton est monocorde, parce qu'on nous raconte des numéros d'articles, parce que c'est chiant. Je me dis, il faut essayer de raconter la même chose, mais sous forme d'histoire, d'anecdotes, quitte à les inventer. Donc je passe ma vie à raconter des anecdotes, etc. Mais c'est émoustillant intellectuellement, ça vous oblige à essayer d'apprendre à parler à un auditoire, à le regarder, à le faire réagir. Et moi j'aurais aimé faire du théâtre en fait, ça je vous ai pas dit la vraie vérité. J'aurais adoré, mais je suis trop grande, et puis en plus il fallait que je fasse des études, donc bref. Voilà pour le théâtre, mais c'était un moyen d'exprimer quelque chose. Et puis c'était un moyen en effet d'agir sur la notoriété, parce que c'est ça qui compte.
le bouche à oreille, la notoriété, le travail que vous astreignez à accomplir. Enfin, je dis astreindre comme si ce mot, c'est excessif, que je voulais faire. Et puis après, on écrit un peu et voilà. Et parce qu'en France, on a besoin de diplômes qui soient raccords ou d'un, je suis allée solliciter auprès de l'ordre les certificats de spécialisation. Et je dois vous dire que déjà, j'ai été un problème moi-même pour m'admettre au bénéfice d'avoir le droit de passer l'examen de spécialisation, vu que j'étais diplômée de droit fiscal. Donc il a fallu faire un dossier ad hoc pour démontrer que j'exerçais quotidiennement, depuis un certain temps, dans le domaine du droit du travail, d'où les conférences, les articles, les mémos anonymisés, mais enfin bref, montrer que j'exerçais pour avoir le droit de passer l'examen. C'est incroyable. Donc en gros, la stratégie que vous mettez en place, c'est les 35 heures vous filent un petit coup de pouce, mais vous le saisissez quand même. Ah bah ouais. 2, beaucoup de conférences où finalement vous gagnez en notoriété, le bouche à oreille commence à opérer et vous essayez vraiment une stratégie scientifique où vous vous mettez vraiment comme un leader d'opinion en droit social. C'est moi qui le dis, c'est pas vous inquiétez pas. Un leader d'opinion en droit social. Et derrière vous écrivez et en plus de ça, finalement vous commencez à avoir vous avez un certificat de SP plus vos faits d'armes, différentes entreprises que vous commencez à représenter et à accompagner, et ce qui fait que derrière vous prenez finalement de la puissance début des années 2000 pour finalement vous envoyer. Est-ce qu'il y a un dossier marquant qui a changé un petit peu votre carrière ou qui vous avait fait passer une étape dans une réflexion que vous avez pu avoir, dans une médiatisation particulière, dans un enjeu particulier? Je pense qu'il y en a un. Il y a un dossier tout à fait singulier qui explique aussi peut-être certaines orientations professionnelles que j'ai prises ensuite. C'est ce dossier qui par surcroît m'a occupé de l'an 2006 à presque 2016. Donc c'est un dossier massif qui a été très médiatisé, certainement ni par ma cliente ni par moi-même. Je veux parler de la saga de la télé-réalité et de l'île de la Tentation en particulier. Et le jour où j'ai eu beaucoup de chance, je dis que c'est de la chance, mais enfin, le patron de la boîte de prod me passe ce coup de fil pour me dire, voilà, on a un petit sujet quand même, c'est la reconnaissance en contrat de travail des contrats de participants à l'île de la Tentation. Il y avait à cette époque-là déjà eu une décision de prud'homme. C'est les arrêts qu'on apprenait nous, pour le dire, Frédéric Géa, le 4 juin 2009. Il nous enseignait les arrêts de l'île de la Tentation parce qu'ils expliquaient qu'ils étaient filmés toute la journée, donc ils étaient dans une condition à côté duquel Germinal était une plaisanterie. Et je me suis passionnée à ce sujet pour 1000 raisons. D'abord parce que c'était un surgissement médiatique, c'est-à-dire que je crois que c'était la première fois que dans un dossier, véritablement, le sujet lui-même était médiatique. Je veux dire, moi, je ne suis pas un avocat d'assises, je ne suis pas... voilà, il n'y a pas d'affaires, sauf quelques-unes ensuite, mais enfin, c'est rare. Mais celui-là, je veux dire, la thématique, ce surgissement brutal et très très bien mis en musique, si je puis dire, de ce plan-là, un très bon plan média, si je puis dire, a évidemment attiré beaucoup de lumière à l'époque sur le thème les malheureux, etc. etc. Et puis je dois admettre que mon adversaire, de ce point de vue-là, a eu cette intelligence-là d'assortir dans le fond son exploration juridique de l'aide, de la vox populi en quelque sorte, qu'il était relativement facile d'activer pour des tas de raisons. Parce que l'île de la Tentation c'était fin et que voilà. Ce que je veux dire par là, ce qui était intéressant, c'est que s'agissant alors je dis le mot d'un jeu, ou en tout cas dans cette catégorie-là, on va dire, dans cette catégorie de pensée, plutôt que de travail, on voit bien qu'il est peu probable qu'un tel engouement aurait été identique s'il s'était agi de défendre le point de savoir si les candidats à la dictée de pivot étaient tenus des salariés. Par exemple. Antenne 2, pivot, et des chiffres et des lettres. En revanche, qui veut gagner des millions aurait pu être également subir le même impact que Koh-Lanta et tous les autres. Toujours est-il que ce dossier-là a vraiment été
pour les raisons que je vous ai dites. Et sur le fond du droit, je me suis aperçu que ce dossier qui m'a tenu, donc encore une fois, très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par cohorte de 50, ces jeunes gens découvraient a posteriori qu'ils avaient été donc salariés dans le cadre de cette aventure magnifique. Il s'est trouvé que les conclusions écrites au sujet de l'île de la Tentation, dont cette espèce d'expérience du point de savoir si je garde ou pas ma bourgeoise à l'issue d'une opération pour vérifier si vraiment je suis susceptible d'être tenté par l'agente adverse, si je puis dire, a donné lieu à des conclusions d'une sophistication et d'un savant absolument disproportionné. Vous savez, d'habitude, on a, Madame Dupont, elle est embauchée, il lui est arrivé ça, elle n'a pas dit oui, elle a dit non, et puis après ça, ils lui ont écrit une lettre d'avertissement. On a des pièces, etc. Dans cette affaire, il n'y avait aucune pièce, sauf le fameux contrat de participant. Il n'y avait pas de pièce, puisque c'était 10 jours à la mer, donc même pas de maillot de bain, pas d'écrit, pas de rien du tout, et puis pas de rien jamais, pas d'écrit jamais. Il n'y avait aucune pièce. Sinon, l'histoire admirablement racontée selon un scénario très puissant, donc conduit par mon aimable adversaire, on avait l'impression qu'il y était, en fait. Donc il mimait littéralement ce qui pouvait advenir sur ce site de tournage, en n'oubliant pas de frapper les esprits, dont je vous dis qu'à l'issue, démonstration à l'issue de laquelle on avait le sentiment que Zola, c'était le même genre, quoi. Germinal, quoi. C'était l'exploitation de l'homme par l'homme, par la lumière, par les exigences, etc. Oui, sort de ce corps. Vous voyez, donc il y avait tout. Et alors, troisième argument, donc des conclusions très savantes, très techniques, qui nous ont fait analyser de l'histoire du lien de subordination depuis l'Antiquité, là pour le coup, non pas 1824, l'Antiquité jusqu'à, encore une fois, Samedi en 8. Et donc, vous imaginez, donc 80 pages là pour le coup, de discours assez chiants, il faut reconnaître, mais vraiment roboratifs, techniques, où on empruntait le droit civil, le droit de machin, tous les droits de la planète. Bon, tout ça, comme j'aime à dire, je vous dirais pourquoi le troisième intérêt fait que ça a changé ma vie, c'est que, je mets là une parenthèse, c'est que j'ai certes perdu, mais je dis avec grâce. Pourquoi avec grâce ? Et là c'est intéressant, c'est du point de vue du ressenti et de la sociologie en quelque sorte. Il faut imaginer le niveau d'hostilité perceptible, en cela, j'allais dire, accru par la présence de caméras à la sortie du conseil de prud'homme de Boulogne. Donc, une espèce d'hostilité massive sur l'atmosphère qui régnait donc à l'encontre, j'allais dire, de ma cliente et tant qu'on y était, de nous-mêmes, à plaider alors expliquez-moi que c'est pas des salariés, je veux dire, un truc de dingue. Donc une atmosphère extrêmement hostile, une plume allant avec cette hostilité. Et j'aime à dire que dans cette hostilité ambiante, j'ai gagné une seule fois, mais gagné, c'est-à-dire il n'y a pas plus de contrat de travail que de beurre en branche, au Conseil de prud'homme de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, le juge écrit, je ne vois pas où est le contrat de travail ou l'intention de travailler en fait entre les parties. C'était intéressant, la commune intention des parties. Bon, tout ça pour dire qu'à Boulogne, c'était non, mais sur les 10 ans, j'exagère un peu moins, sur les années qui se sont écoulées, il y a eu une forme d'atténuation de l'hostilité de la plume, donc ça c'est intéressant, et une réduction finalement des indemnités encourues et des condamnations en quelque sorte. Donc on voit bien qu'au bout d'un moment il y avait quelque chose de moins, comment dirais-je, de moins prégnant en quelque sorte, obligeant le juge à réagir finalement de façon plus distanciée. Mais qui est dû donc j'aime à dire que j'ai perdu avec grâce. Qui est dû uniquement à la technique juridique que vous avez déployée, ou finalement également aussi à l'évolution de la société par d'autres télécrochets ou téléréalités? Je pense qu'il y a tout ça. Il y a tout ça, c'est que bon, la téléréalité dans l'économie française, disons que c'est quand même relativement modeste. Donc l'enjeu est, disons, mesuré. Bon, donc on ne jouait pas avec les bijoux de la couronne, si je puis dire. Par surcroît, il y a un moment donné où, dans le fond, certains des arguments qu'on a réussi
développer, et à force de développer, on finit par être reçu comme constituant finalement une limite au-delà de laquelle qu'on ne pouvait pas décemment franchir. Comme si en quelque sorte le juge s'était érigé en garant ou en quelque sorte en défenseur de notre modèle qui veut que quand on a affaire à une entreprise, on est plutôt salarié en quelque sorte. Vous voyez, on n'est pas, il aurait pu dire aussi qu'il était travailleur indépendant si on va par là. C'est intéressant de voir qu'il s'était dit non, on ne peut pas inventer des contrats sui generis, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait un peu cette dimension-là. Et le troisième argument pour lequel ça a changé ma vie, c'est que du fait de cette étude sans fin sans fond sur, encore une fois, de l'émergence du lien de subordination et toutes ses formes, y compris la jurisprudence Bardou de 1931, dont on parle sans arrêt, enfin maintenant on en parle. Mais c'est qu'on était en 2009, à 3-4 ans, du début du surgissement d'un autre événement, là pour le coup massif, qui est le surgissement de la plateforme. L'ubérisation. Absolument. Et là, voyez-vous, c'était intéressant. Parce que, en quelque sorte, l'ancêtre à tous égards, c'est-à-dire à la fois dans le raisonnement, parce que vous observerez, puisque vous avez étudié ma jurisprudence de la Cour de cassation, vous observerez avec intérêt que la définition que la Cour emprunte pour caractériser le contrat de travail est totalement différente de ce qu'elle dit d'habitude pour requalifier un contrat de peintre en bâtiment en salarié peintre en bâtiment. C'est-à-dire que la fameuse phrase habituelle, une activité professionnelle exercée sous la subordination dans le lien de la subordination contrepartie d'une rémunération, n'était pas retenue dans cette affaire-là. Pourquoi ? Parce que dans cette affaire-là, je pense que le juge a voulu esquiver la notion d'activité professionnelle. Et dans la définition de la jurisprudence île de la tentation qui a été utilisée qu'une seule fois, c'est de dire la production, ou je le dis de mémoire, hein, la confection d'une émission d'une émission ou d'un produit, enfin, d'un objet ayant une valeur ajoutée réalisée au travers d'une relation subordonnée est nécessairement un contrat de travail. On voit bien qu'on esquive là cette notion problématique peut-être d'activité professionnelle pour caractériser cet exercice des fameux 10 jours sous le soleil pour vérifier si je suis toujours amoureux de ma compagne ou de mon compagnon. C'est intéressant, hein. Et donc voilà. Et ensuite vient le temps de l'ubérisation, comme vous dites, ou le temps des plateformes d'emploi et tout ce que l'on connaît maintenant depuis 2012 à la semaine dernière. Et c'est totalement passionnant. Et là, du coup, étant donné que pendant 10 ans, vous avez poncé, astiqué, creusé le lien de subordination depuis l'Antiquité, pour reprendre votre expression, jusqu'à samedi en 8, en réalité, vous êtes la bonne personne et au bon endroit et au bon moment pour traiter de ces questions finalement de relations de travail entre un individu et une plateforme structurante. Disons que je me pique de ce sujet-là toute seule, c'est-à-dire que avant de vouloir promouvoir mes services à droite à gauche, je me suis vraiment interrogée. J'ai écrit plusieurs papiers à ce sujet il y a longtemps. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et il m'intéresse au-delà de la qualification juridique, au-delà de la problématique qui est d'ailleurs celle qui est traversée par l'époque de ces requalifications massives ou non devant les diverses juridictions du pays. Mais c'est quand même très 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 intéressant sur un autre sujet plus général qui est qu'est-ce que travailler veut dire en fait au XXIe siècle. Et c'est pour ça que pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, où je disais que j'étais contente d'être là où je suis aujourd'hui, à mon âge, c'est-à-dire à ma maturité professionnelle, d'exercice d'un métier que j'aime tant, plutôt que dans les années, dans la fin du XXe, parce que nous avons très clairement quitté à l'évidence les rivages du XXe siècle tel qu'on l'a conçu du point de vue du pacte social. Je veux parler du travail encapsulé dans cette vision hégémonique du contrat de travail, synonyme d'emploi, synonyme de salarié, etc., des grandes conventions collectives. On a quitté cette époque-là pour tenter d'accoster au XXIe, qu'on n'a pas encore totalement atteint, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une forme de déstructuration massive de tous nos référentiels, où, s'agissant du contrat de travail, bien, le surgissement des plateformes est problématique, qu'on le veuille ou non, et ça, je parle de l'Occident, je ne parle pas uniquement de nous, mais il y a cet impact-là. Mais au-delà de ça, il y a cette déstructuration, donc même dans l'entreprise, du temps de l'action
et du lieu, l'unité de temps d'action et de lieu qui ont explosé en passant. Et donc, mis bout à bout, on est face à une immense, un immense schéma très difficile à encapsuler pour dire voilà comment on fait dans la société du travail de nos jours. Parce que la diversité des situations est telle que du slasher en passant par celui qui passe d'une boîte à l'autre, celui qui veut plus jamais travailler ici, ou qui veut bien mais ici ou ailleurs, ou en tout cas pas pour un CDI pour l'éternité, ou qui se détourne, ou qui voudrait transformer le monde. Enfin, c'est absolument passionnant de voir que au prétexte du sujet du travail, finalement, on s'aperçoit à quel point, enfin on le savait déjà, mais à quel point cette notion est riche et ce qu'elle recèle. Parce que traditionnellement, le travail, c'est fait pour gagner sa vie, enfin voilà, et pour se conférer à soi-même les moyens de prévoir un projet de vie à long terme, etc. Le passeport pour la vie, comme dit Thierry Pêche. Mais là, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un empilement de moments qui sont en plus entrecoupés d'obsolescence de nos compétences, tant qu'on y est, d'hyper-accélération du temps, du fait de l'augmentation de nos propres capacités par tous ces moyens technologiques qui nous servent, mais qui nous aliènent également, par cette possibilité infinie de nous voir évoluer dans telle et telle circonstance, et qu'on a le droit d'imaginer et même de le faire, mais tout ça, ne rentre plus dans les cases. Comme disait Père Noël est une ordure, ça ne rentre plus dans les cases. Et donc, on a une très très grande difficulté à mettre en adéquation notre modèle social, la protection sociale, la sécurité sociale qui range bien dans les cases chacun, et notamment au travers d'un bulletin de paie, c'est plus facile. Mais quand on a des bouts de bulletin de paie, quand on empile des situations, quand on est aussi auto-entrepreneur et salarié, quand on crée sa boîte et puis finalement on redevient salarié, ou on fait deux ou trois choses en même temps, ça crée un brouillard. Et je rajoute, pour la gloire et pour les prochaines, les prochains moments d'analyse prospective, l'impact de cette virtualisation. Le télétravail est une blague à côté de l'impact de ChatGPT d'un côté et tous ses copains, enfin tous ses cousins, et le métavers qui, d'une manière ou d'une autre, viendra bousculer nos vies professionnelles également, un jour. Et tout ça est au milieu des pieds. Et ça donne une sensation d'extrême désarticulation, et qui peut expliquer aussi, dans le fond, ce que l'on entend au sujet du travail à l'occasion de la réforme des retraites. Je sais ce qui fait la différence en vous écoutant parler entre un bon travailliste et quelqu'un qui vit vraiment la matière. C'est que l'avocat travailliste voit le droit du travail par le droit, que ce soit par le droit stricto sensu, par la jurisprudence, par la doctrine, par tout ce qui a été fait. Vous le voyez par le travail. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait. C'est la première fois que je le remarque, donc désolé, je le partage en temps réel. C'est qu'en fait, vous pensez le travail, la façon dont celui-ci évolue, compte tenu de toutes les évolutions professionnelles et de toutes les évolutions sociétales, et que derrière, en gros, vous réfléchissez à la norme en fonction de ça. Et généralement, les gens que je connaisse en droit du travail, qui ont moins d'expérience que vous, très certainement, parce que c'est des copains qui ont mon âge, en réalité, le voient par le droit. Oui, encore une fois, le droit, comme je vous le disais, c'est une grille de lecture à un moment donné. Et le droit a ceci de particulier qu'il est un peu en retard. Enfin, c'est comme toujours, enfin, comme ailleurs. Bah oui, c'est vrai, ça n'a rien de très propre, de très singulier à la matière, mais je crois que le matériau est tel que, comme le travail est à la lisière de tant de matières, qui ne sont pas uniquement du droit, encore que si aussi. C'est le droit de la compliance, le droit des sociétés, le droit comptable, le droit pénal, tout ça, ok. Mais par surcroît, le travail est à la frontière de compétences radicalement différentes, la sociologie, l'économie, la politique, et le juriste aussi. Donc c'est une notion qui est aux lisières de tout, la philosophie, la métaphysique, enfin tout ça, mis bout à bout, rend le matériau extrêmement riche, et tel un Rubik's Cube, permet de regarder plus ou moins les facettes. Et moi, ce qui me fascine du point de vue, simplement
éditoriale, si je puis dire, c'est que je crois que tant les politiques que les juges, que nous-mêmes, moi compris, pourtant je me fouette, hein, on n'arrive pas à voir vraiment la réalité. C'est-à-dire que j'avais élaboré toute une théorie à ce sujet, un peu à l'occasion de cette histoire d'île de la Tentation, mais elle a un peu évolué depuis, c'est que vous moins que moi, mais vous peut-être aussi encore, nous avons grandi dans des espèces de réflexes pavloviens, de représentation schématique. Et le travail, schématiquement, c'est l'idée que... alors vous, c'est pas tout à fait le cas, parce que vous l'avez pas vraiment, vous êtes jeune et vous n'avez pas vraiment vécu ça, mais en gros, avoir un travail, c'est avoir une place, et je fais exprès d'utiliser des termes même surannés, une place dans une entreprise pendant relativement longtemps, jusqu'à médaille du travail, canne à pêche et retraite. Schématiquement, c'est ça, on a été biberonné à cela. Ça fait belle lurette que le coup de canif au contrat à durée éternelle, c'est-à-dire le CDI, ne remplit plus cet office, dont d'ailleurs plus personne ne veut, ni les entreprises qui n'y arrivent plus d'ailleurs, mais les salariés non plus. Il est très rare de rencontrer, on rencontre encore, mais beaucoup moins de gens qui ont des anciennetés canoniques. Mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on se représente le travail, donc un bulletin de paye, donc un contrat de travail. Et donc aujourd'hui, on ne regarde pas. Oui. C'est-à-dire que la société vit encore derrière tout ça, parce que par exemple, quand on veut un prêt, je viens de me faire on va vous demander les bulletins de paye. Quand on veut un logement, c'est la même chose, etc. Pour le logement et pour l'accès, et c'est des vieux réflexes, c'est plus fort que nous. Tout le monde sait que c'est plus comme ça du tout, que ça ne veut pas dire que vous êtes pas bon, que vous êtes instable, etc. Mais vous n'avez pas les 6 bulletins de paye qui vont bien avec la progression, enfin, avec le bureau statutaire, avec... Bon, voilà. Tout le monde sait que c'est plus comme ça. Tout le monde sait qu'il est banal d'imaginer des empilements de boulots différents et des tentatives de start-up quand on est dans la joie, et puis quand on est en TPE, c'est qu'on est un peu plus dans la loose. Bon, d'accord, ok. Ou on est auto-entrepreneur parce qu'on rame, ou on est freelancer parce qu'on est joyeux et heureux. Bref, rien ne dit rien de rien. Le scoring devrait être différent. L'accès au marché de la location devrait être évidemment différent, mais il n'empêche, on nous ressort les oripeaux à l'ancienne parce que ça rassure et ça structure, c'est classique, etc. Sauf qu'il n'est plus là, le chien dans la niche. Enfin, il est parti. On n'a plus ce produit-là. Et donc, peut-être que la rage qui saisit nos contemporains lorsqu'ils se voient au travail, lorsqu'ils parlent du travail, parce que je ne pense pas qu'ils parlent d'eux-mêmes nécessairement, ça c'est un autre point qui m'intéresse beaucoup, mais enfin, lorsqu'ils parlent du travail, d'une certaine façon, ils disent ça au-delà de ce qu'ils racontent, mais ils disent cette inadéquation dans nos réalités professionnelles avec les exigences du temps, que ce soit encore une fois l'emprunt ou la location ou n'importe quel mouvement, si je puis dire, que l'on peut faire et qui doit être toujours adossé encore une fois, à un référentiel qui change. Je ne dis pas qu'il n'existe plus, je dis qu'il est au milieu de plein d'autres référentiels totalement différents et qu'il faudrait peut-être valoriser pour arrêter la guerre picrocolline qu'on est en train de se livrer. Je suis complètement d'accord avec vous, et du coup, moi j'étudie ces questions-là, mais du coup, dans votre marché, dans votre milieu, notamment dans les cabinets d'avocats, avec les difficultés de recrutement pour les collaborateurs, la velléité de collaborateurs à pouvoir avoir accès au télétravail, à des outils technologiques pour faciliter leur vie au quotidien. Vous, comment vous le vivez, déjà à titre personnel, comment vous regardez le marché des collaborateurs, et au sein du cabinet Auguste de Bouzy, qu'est-ce que vous avez mis en place justement par rapport à tout ce que vous décrivez et qui est très très juste? C'est très intéressant parce qu'évidemment les avocats sont extraits du marché, si je puis dire, que nous sommes et que nous sommes advenus, donc de cette jeunesse, hélas, qui s'éloigne de moi, mais en termes d'âge, mais que je m'acharne à vouloir comprendre. Et donc des caractéristiques saillantes qui les caractérisent ne sont plus les mêmes que les nôtres lorsque moi, il y a quelques années, on se présentait, si je puis dire, pour exercer ce métier. Donc on est tous modernes et il n'est pas question d'imposer une vision du métier qui serait en plus aux antipodes de ce que, par exemple, je raconte. Donc, pratiquement chez nous, comme on a un cabinet assez grand, assez vaste, et avec cette idée que, dans le fond, on donne à chacun la latitude, chacun des patrons une latitude pour faire au mieux, etc., pour éviter justement le top-down
vous voyez, enfin, justement un peu 20e siècle, hein, on essaye de créer une maïotique socratique intelligente, c'est-à-dire qu'on n'émet pas des dictates uniques, etc. Donc chacun regarde un peu en fonction de sa typologie de métier, enfin, parce qu'on n'exerce pas tous le même métier en plus. Hein. Toujours est-il que dans mon secteur à moi, nous, l'idée c'est que il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de règles obligatoires, enfin obligeant à. Donc il n'y a ni obligation évidemment à télétravail, mais il n'y a pas d'obligation non plus à être là 9h, 20h. On pense véritablement, et franchement ça marche bien, c'est qu'il y a des moments où on a besoin d'être en repli, on n'est pas obligé de se cogner le métro, le train, le cheval, etc. On doit avoir la paix, moi je crois beaucoup à ce temps qui est tellement hyper accéléré qu'on n'a jamais plus le moment d'être intelligent et se poser au calme. Et donc s'il s'agit pour les avocats de se sentir mieux au calme chez eux pour produire ce qu'ils ont à faire, fine. Je rajoute toujours, pourvu qu'on ne me l'impose pas à moi. Parce que moi, le télétravail, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que moi, j'aime le bruit, j'aime les gens. J'aime la porte qui claque, j'aime la vie, ouais, j'aime le bruit, tout ça. Donc, bon, après, foutons la paix aux gens, quoi, en fait. Ce sont tous des gens très intelligents qui ont tous envie de réussir et de bien faire. Voilà, et donc imposer, voilà, on les impose pour nos clients parce qu'on fait leurs accords, mais nous on s'est dit, voilà, ça marche bien, il n'y a pas d'abus, enfin des abus de quoi d'ailleurs. Donc il y a une véritable liberté à cet égard. Maintenant, un avocat qui ne mettrait jamais les pieds au bureau, je veux dire, là c'est juste humainement, c'est que je ne connais même plus le son de sa voix à la limite. Et est-ce que vraiment ça crée une vraie. Moi je ne mettrais pas, là je ne parle plus du cabinet, mais de manière générale, je ne sais pas ce que deviendra, il me tarde de voir dans les 10 ans qui viennent ce que deviendra le télétravail. Je ne sais pas si ce sera vraiment vu comme la panacée. Je pense que c'est la panacée pour des moments singuliers, professionnels. Mais si c'est pour se cogner les réunions dont les entreprises sont si friandes dans les petits cadres du Zoom ou du Teams, et toute la journée durant, franchement. Ça les démultiplie. Parce qu'en fait, le fait de ne pas se voir, on a envie de plus se voir quand même, mais sans se voir réellement et en se voyant à distance. Et l'information qu'on aurait pu se passer du bureau A au bureau B, en réalité, on est obligé de programmer une réunion pour faire venir X, Y et Z pour éviter que l'information soit perdue et que X ne l'est pas. Et en réalité, on passe beaucoup de temps en réunion lorsqu'il y a beaucoup de télétravail. Mais ça, c'est Kafka. Ça a une dimension très kafkaïenne. Et lorsqu'on me dit l'intensification du travail, la charge mentale, la réponse est bah ouais. En fait, oui, vous vous astreignez à des tas de trucs. Et puis il y a d'autres éléments d'études très intéressants auxquels j'aime bien m'intéresser, qui sont le nombre de strates hiérarchiques. Nous en avons au moins 2 de plus que nos camarades européens, l'Allemagne, l'Angleterre, n'en parlons même pas. Et donc nous sommes très hiérarchiques. Nous sommes un peuple hiérarchique, jacobin. Et c'est plus fort que nous. C'est-à-dire que le XXe siècle nous allait bien, le siècle des ingénieurs, top-down, l'usine, tout ça tout droit, bien rangé dans des cases, des catégories, des machins, des critères, tout ça génial. Et ce monde plus flou, plus concentrique, plus aplati, plus horizontal du XXIe siècle nous oblige davantage à faire un effort sur notre nature profonde. Et il aura fallu le Covid, c'est-à-dire un coup de batte de baseball d'une violence inouïe pour que les 3% de gens en télétravail puissent devenir aujourd'hui bien paisiblement 33% des collaborateurs de ce pays qui travaillent en télétravail. C'est quand même fou, quoi. Et il a fallu juste une pandémie mondiale, pardon du peu, de mois, pour que les patrons, comme on dit, se disent dans le fond, même s'ils ne sont pas loin de mon regard, somme toute, ils pourraient travailler. Cette défiance qui est consubstantielle à notre nature, je la trouve passionnante. Et elle explique tant de règles, tant de choses. Et parce qu'on déconstruit tout ce qu'on a vécu. Et moi, au début, quand mon associé a voulu mettre en place le télétravail, j'étais farouchement opposé. Pas parce que j'avais pas confiance en mes salariés ou parce que je voulais pas avancer avec eux, mais simplement en fait parce que moi, si j'avais créé une entreprise, c'était pour être avec des gens. Pas pour être tout seul. C'était pour être avec les autres. Bah ouais. Et sinon, en fait, j'aurais été auto-entrepreneur, ça m'aurait très bien allé, etc. Mais si j'ai créé une entreprise, c'est pas pour faire des millions et des millions, c'était pour être avec des gens et m'amuser dans ce que je faisais.
parce que j'aime l'intelligence collective, j'aime discuter avec des gens. Je rejoins, j'approuve et j'affirme que le discours que vous avez tenu au départ, en disant que vous aimiez l'autre, moi je me nourris des autres. Mon accès à la culture, mon accès à l'information, mon accès à la réflexion, c'est l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on est en train de parler plus d'une heure, parce qu'en réalité c'est l'autre qui m'intéresse et je trouve ça passionnant. J'ai quelques dernières questions à vous poser. Bon, je vais faire vite, promis, parce que là, vous êtes devenu associé du cabinet Auguste de Bouzy. Vous nous disiez tout à l'heure que votre objectif n'était pas de devenir un support M&A en droit du travail, mais d'être une activité qu'on qualifie dans les Américains stand-alone, en capacité de pouvoir vous développer seul sur des contentieux stratégiques en droit social. Est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes satisfaite? Est-ce que vous avez réussi à le faire? Ah oui. Alors ça, c'est un vrai sujet de satisfaction collective, car j'aime bien rendre à César, c'est-à-dire que je m'y suis beaucoup dévouée parce que c'était un objectif, mais avec mes camarades de jeu, et on est nombreux, on a réussi à le faire. On a d'abord été du stand-alone et maintenant on nous sollicite aussi en interne pour les aider. Mais c'était ça l'objectif, c'était de démontrer que, et ça j'en remercie parce que c'est vraiment, ça participe d'une vision. Gilles Auguste qui, de Bouzy hélas n'est plus parmi nous, mais qui avait pensé que dans le fond, tout ce qui constitue les expertises du droit des affaires, du droit des affres comme on dit affectueusement, est en soi autonome. Il peut travailler idéalement en mutualisant parce que après tout on vend nos affaires aux clients, donc autant qu'ils utilisent toutes les cases de l'offre, mais fondamentalement on a de valeur, de réputation et de poids que si on est capable de se développer soi-même dans tous les secteurs du jeu. Et donc c'est vraiment ce choix qu'on a opéré, c'est-à-dire on a toujours, Auguste de Bouzy c'est une magnifique marque d'un cabinet d'affaires qui rend des services dans bien des domaines du droit des affaires, donc on est tous ensemble, et ça on y croit beaucoup à cette idée d'être tous ensemble pour le bien de cette firme. Mais chacun doit l'ambition et l'objectif de se développer dans son expertise pour être solide en tant que tel. Donc c'est véritablement cette double caractéristique qui nous tient à cœur, c'est-à-dire certes nous sommes un tout, mais chaque tout est divisible par de solides expertises, et c'est vrai dans les autres sphères que la mienne au sein de ce cabinet. Donc on tient beaucoup à cette double approche. On ne s'efface pas derrière la marque. On est véritablement des animateurs, mais en même temps, on est à son service parce qu'on est un collectif et que notre succès, dans le fond, c'est cette histoire-là où on a su agencer ensemble. Et Dieu sait que dans ce métier, c'est difficile d'être ensemble, compte tenu de notre, propension à se regarder soi-même. On a réussi à être ensemble et à faire des choses collectivement, tout en respectant une forte individualité des secteurs, des expertises, etc. Très clair. Ça fait quoi de passer de 5 à plus de 100 ? Comme ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai eu le temps de m'habituer. Vous voyez, on a eu le temps de s'habituer, et maintenant c'est vrai que c'est une grande maison. Alors on a tendance à l'appeler, nous les anciens, parce qu'on est quand même un certain nombre d'anciens, à appeler désormais, à désigner notre cabinet comme la maison. La maison, on l'a désignée ainsi pour parler d'elle, parce que c'est à la fois une grande entreprise par rapport à ce qu'on était, mais en même temps, c'est la maison, c'est notre maison, et tous ceux qui ont contribué à son édification, tant au début que de temps en temps dans le temps qui passe, pendant ces 27 ans, eh bien, je leur tire mon chapeau parce qu'on l'a fait ensemble, et ils sont tous devenus, soit ils sont restés chez nous, soit ils sont devenus d'admirables professionnels à l'extérieur, et j'en suis assez fière parce que c'est une aventure entrepreneuriale à l'échelle d'une vie qui n'est pas achevée, on est bien d'accord, mais on l'a fait, quoi. On y a cru, on a travaillé comme des dingues, mais on l'a fait. Emmanuel Barbara, on va finir sur ces notes que je trouve très belles. Je vous remercie pour la qualité des échanges et pour le temps que vous m'avez accordé, et je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de passion dans les prochaines années et dans l'évolution du droit du travail qui va arriver. Merci infiniment. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.